BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdeldaïm, notre globetrotter, Marjorie Adelson qui sera notre bibliothécaire du jour. Et puis, évidemment, on commence avec nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis, le grand Manitou des livres à Alternative Économique aussi. C'est lui qui est l'animateur des pages livres. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et qui, lui, anime la sélection des livres de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président. Messieurs, allez, on commence avec le choix de Jean-Marc Daniel. Vous avez pris aujourd'hui Le Grand Bazar de l'énergie. C'est le livre qui vous a intéressé, d'Erwan Benezet, c'est chez Artaud. Oui, absolument. Donc Erwan Benezet, c'est un journaliste spécialiste des problèmes énergétiques. Il écrit dans un grand quotidien du matin, Le Parisien, pour ne pas le citer. Et donc, il nous livre... Alors, il a déjà écrit d'autres livres sur les problèmes énergétiques. Là, il fait une sorte d'état des lieux autour de 3 thèmes. Son livre est organisé sur 3 sujets. Le premier, c'est la crise autour du gaz qui a été initiée par l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Il explique d'ailleurs qu'on aurait pu s'apercevoir que les Russes préparaient quelque chose parce que le prix du gaz avait déjà commencé à augmenter à l'automne 2021 et ils avaient déjà organisé une forme de rareté dans la distribution du gaz. Donc il explique le GNL, ce que c'est, d'où ça vient, où ça arrive, les enjeux. Et puis ensuite, il y a un bloc central autour de l'énergie nucléaire, de l'électricité, d'EDF, qui est la partie, à mon avis, la plus passionnante du livre, même si quelquefois on s'y perd un peu, il faut s'accrocher, mais vraiment, il y a une maîtrise du sujet, une maîtrise du dossier. Il a réfléchi, c'est intelligent, c'est clairement mené, même si encore une fois, il y a des moments où on se dit, oulala, mais qui c'est cet individu, puis pourquoi cette décision a été prise, et puis qu'est-ce qui se passe là au juste. Mais vraiment, c'est un ensemble remarquable. Et puis la troisième partie, c'est plutôt sur les énergies renouvelables. Et donc là, de nouveau, on retrouve la qualité, mais c'est moins passionnant que la partie sur l'électricité et sur la partie l'énergie nucléaire. Et donc, alors pourquoi c'est passionnant ? Alors c'est passionnant parce qu'il explique comment on est arrivé à la situation actuelle. Ouais. Donc il part du choc pétrolier, des 58. Il explique bien d'ailleurs que le programme était surdimensionné, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on produit tellement d'électricité qu'on est obligé de l'exporter. Cette exportation ne correspond pas à une efficacité particulière du système, mais à une erreur de calcul initiale. Et heureusement qu'on trouve des gens pour absorber notre électricité. Ah, c'est aussi pour ça qu'on a développé le chauffage électrique, par exemple. Oui, absolument. Et donc on a complètement réorienté toute notre vie quotidienne autour de l'électricité parce qu'on ne savait pas quoi faire de l'électricité. Il dit il y a des périodes, à la fin des années 90 au début des années 2000, où il y a sur les 58 réacteurs, il y en a 5 ou 6 qui fonctionnent exclusivement pour l'exportation, qui ne servent plus à rien. Et il dit, d'ailleurs, quand les socialistes et les écologistes disent bon, on va fermer une centrale nucléaire, on leur explique que c'est pas grave parce que de toute façon, on ne sait pas quoi faire de l'électricité. Et on arrive après à cette situation aberrante qui est l'hiver dernier, où on manque d'électricité, où il va y avoir des coupures, où EDF dit de toute façon, moi je ne sais plus comment faire fonctionner tout ça parce qu'on a perdu les savoir-faire. Et il montre bien, alors, il y a des personnages avec qui, effectivement, il a des comptes, non pas personnels, mais il est assez sévère sur certains personnages, notamment Henri Proglio et Anne Lauvergeon, qui sortent pas grandis de son travail, mais à juste titre, on sent bien que c'est pas, encore une fois, c'est pas un règlement de compte personnel. Et puis, il y a effectivement cette aberration dans la façon d'appréhender les problèmes par les hommes politiques, qui est quelque chose d'incroyable. En fait, et donc on sort, on peut dire. Oui, on sort de là à la fois abasourdi et inquiet sur la façon dont nous sommes gouvernés. Christian Chavagneux, ce grand bazar de l'énergie. Moi, je suggérerais bien à celles et ceux qui nous écoutent de laisser tomber la première partie sur les impacts de l'agression russe en Ukraine, parce que moi, je ne suis pas un fan de ces exercices d'histoire immédiate où on nous raconte ce qu'on est en train de vivre en même temps. Moi, je trouve que nous raconter ce qu'on vient de vivre depuis un an et demi, c'est pas très intéressant. Par contre, là où je rejoins Jean-Marc, j'ai été bluffé par le récit des déboires de l'industrie nucléaire française. C'est pas qu'on apprend des milliers de choses qu'on connaissait pas, mais il y a un récit synthétique, pédagogique, très clair. Et comme Jean-Marc l'a dit, on arrive au début des années 2000. On pourrait dire industriellement 58 réacteurs en une vingtaine d'années.
pas très cher, et en plus ça marche, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Mais on se retrouve en surproduction, et même si dans le cahier des charges d'EDF, il faut non seulement qu'on produise de l'électricité pour la France, mais qu'on exporte, parce qu'il faut que ça rapporte des devises, même on est en surproduction. Et là, notre confrère journaliste, il a trouvé des notes d'EDF qui disent, bon les gars, on est en surproduction par rapport à la demande, les prix chutent, comment on va faire pour garder nos marges et garder des prix élevés? Et toutes les manipulations, on peut le dire comme ça, d'EDF, pour essayer de garder un prix élevé d'électricité alors qu'il aurait dû baisser. C'est intéressant pour nous, consommateurs, particuliers et entreprises. On rentre après dans les déboires de l'EPR. 2007, décision politique, on coule le premier béton. 2008, début 2008, la SN dit il y a des fissures dans le béton. Donc dès le début, 6 mois après le début, ce truc est complètement planté. Les problèmes de soudeur, on connaît, les accidents du travail qui ont été cachés longtemps, les problèmes de cuve et de couvercle dont on sait, et il nous dit, on a quand même oublié, on savait que les forges d'Areva avaient des problèmes, et pourtant Areva a continué à passer commande, pourtant EDF a continué à passer commande. Donc c'est vraiment une histoire assez bizarre, cette EPR. On arrive aujourd'hui à la relance par Emmanuel Macron, il nous dit, mais il va falloir solutionner les problèmes de formation, les problèmes de financement, les déchets. Déjà, CIGEO, on ne sait même pas si un jour ça va voir le jour, mais pour enfouir les déchets, mais avec tous les réacteurs que veut Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on va faire des déchets? Toujours pas répondu à cette question. Donc vraiment, ce récit synthétique des déboires bien expliqués de la filière nucléaire, passionnant. Moi, j'ai quand même été passionné par la suite sur les ENR. Pourquoi la France est en retard sur les ENR? Moi, c'est une question que je me posais tout le temps. Je trouve un début de réponse là, dans ce livre. Et l'auteur, il nous dit quoi? Il nous dit, regardez, en France, les grands producteurs énergéticiens, ils n'ont pas cru aux ENR. On a pris du retard, comme il n'y avait pas de grands producteurs, les politiques ont dit, on ne va pas développer les ENR, il va falloir qu'on achète l'énergie ailleurs. Nous, on n'a pas. En plus, franchement, les questions énergétiques, c'est un truc de polytechnicien, c'est un truc sérieux, centralisé. Si tout le monde se met à faire de l'énergie, nous, on va en vendre moins, et puis tout le monde va comprendre que ce n'est pas si compliqué. Donc moi, j'ai été très intéressé, et le dernier chapitre sur... Bon, ce qu'on commence à savoir maintenant, c'est que la voiture électrique, c'est bien, mais ça va accroître notre dépendance, nous, France, nous, Européens, aux produits chinois. Donc, franchement, la première partie, pas très intéressante, mais tout le reste, c'est clair, c'est pédago, c'est synthétique, une belle lecture. Eh bien, formidable. Ravi que ce livre fasse l'unanimité. Et après tout, c'est vrai que c'est rare d'avoir des mises en cohérence comme ça sur des sujets sur lesquels on s'étripe quand même régulièrement. Et que sur ce sujet-là, vous soyez d'accord, eh bien, c'est une bonne nouvelle. On passe à votre choix, Christian Chavagneux. Concurrence et marché, droit et institutions du Moyen-Âge à nos jours, sous la direction de Patrick Fridinson, François Monnier et Albert Rigaudière. C'est publié par... l'histoire économique et financière de la France. Oui, c'est le comité d'histoire économique et financière de la France qui publie très régulièrement des volumes. Alors, celui-là, voilà, j'aurais pu en prendre d'autres, mais celui-là, c'est une façon de rendre hommage à ce comité qui réunit très régulièrement des historiens économistes, des économistes historiens, qui leur permettent, dans des gros volumes, de nous donner à nous, grand public, intéressés par l'économie. Qu'on a souvent mis en valeur. Voilà, c'est celui-là, voilà, c'était une façon de le mettre en valeur, et je prends celui-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été surpris, il y a plein d'idées reçues qui sont démontées dans ce livre. Par exemple, Emmanuel, si je vous dis qui a dit dans l'histoire la liberté est l'âme du commerce, eh ben, il y a peu de chances que vous me rappeliez Jean-Baptiste Colbert. Parce que c'est lui qui a dit ça. Ah ouais. Et en fait, le premier papier de Philippe Minard, qui est un des meilleurs spécialistes français de Colbert, nous dit le colbertisme, on nous dit c'est la bureaucratie tatillonne, les entrepreneurs doivent se battre contre... Non, pas du tout. Quand on regarde les faits historiquement, comme lui, il a étudié le colbertisme, qui va de Colbert jusqu'à la Révolution française, en gros, il nous dit les inspecteurs des manufactures, au début, c'était pour empêcher les fraudes, pour assurer la loyauté des échanges. Et les commerçants étaient contents qu'il y ait quelqu'un, une autorité publique qui vienne assurer la loyauté des échanges. Au cours du 18e, ces inspecteurs ils sont devenus des consultants techniques. Et les réglementations qui étaient faites, c'était faites en discutant avec les entrepreneurs. On retrouve le fameux mot de Le Sage, qui était ce marchand de près de Bourges, qui disait, le roi disait, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, sire, laissez-nous faire, protégez-nous beaucoup. On retrouve le fameux livre de Jean-Pierre Hirsch, les deux rêves du commerce, dans lequel il dit, les entrepreneurs, c'est vrai au 18e, mais je pense que c'est vrai toujours aujourd'hui, ils veulent qu'on leur donne de la liberté pour s'organiser comme ils veulent dans leur boîte, mais à côté, ils veulent de la protection face aux concurrents, face aux gens qui font pas comme eux. Un article, peut-être que Jean-Marc a été sensible, d'un auteur qui vient de Bordeaux et qui nous dit les corporations, par exemple. Les corporations. Forcément, il a été sensible. Les jurandes, les corporations, les maîtres des jurandes, il faut réaliser son chef-d'œuvre pour entrer, c'est très compliqué, tout ça est bien.
non, il nous dit, regardez concrètement, d'abord, il y avait plein de travail qui était fait de manière illégale, un peu, à côté, et les maîtres des corporations, plutôt que de faire travailler les gens de la corporation, utilisaient ces chambres-lents, moi j'ai appris ce mot, qui étaient des travailleurs un peu clandestins, qui étaient à côté, alors que normalement, c'est complètement réglementé, on n'avait pas le droit. Non seulement il y en avait, mais en plus, les maîtres les utilisaient. Bon, les chefs-d'œuvre, en fait, c'était un truc assez facile globalement à faire. Si vous aviez de l'argent, c'était plus facile que d'avoir du talent pour rentrer. Bon, voilà, vous avez plein de trucs comme ça. Jean Monnet, rappelons-nous quand même, Jean Monnet, c'est un spéculateur financier. Et d'ailleurs, Oui, absolument. c'est dans un de ces... Qu'on avait fait la biographie. Qu'on avait fait Absolument. la biographie, on avait appris que Jean Monnet était un grand utilisateur des paradis fiscaux. Bref, Turgot, le grand ministre libéral, un opportuniste politique, quelqu'un qui comprenait rien, là, ça n'a pas dû plaire à Jean-Marc, mais Ça, non. Je vais réagir. qui ne comprenait pas que les impacts sociaux de ces politiques libérales, d'ailleurs, qui se sont transformées en famine et qui ont été remises en cause. Il a fallu revenir. Voilà. Il y a plein d'idées reçues en histoire D'accord. qui sont démenties par toutes ces contributions que j'ai bien aimées. Votre commentaire sur cet ouvrage dense, Jean-Marc. Alors, je suis prêt à m'associer à l'hommage qui est rendu aux travaux de ce Bien sûr. comité, effectivement, mais j'ai trouvé ce recueil un peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer parce qu'il est très partisan. Effectivement, il y a le défenseur de Colbert, il y a sur Turgot, mais c'est un portrait à charge, et y compris d'élite faciès. Le mec était désagréable, le mec se mettait en colère, le mec était extrêmement odieux. Enfin, il y a une espèce d'analyse, non pas de sa politique, de ce qu'il a fait, de sa clairvoyance. C'est quand même quelqu'un qui, en démissionnant, a dit à Louis XVI, vous savez, c'est son incapacité à assumer une politique courageuse qui a conduit Charles Ier à mettre sa tête sur le billot. Et donc, tout est systématiquement négatif. Et donc, c'est pas du travail d'historien, c'est du travail de propagande. De même, sur Jean Monnet, c'est déjà plus équilibré. C'est vrai que celui sur les corporations montre bien que comme ça marchait pas, les gens allaient chercher tout autour. Ce qui était la force des corporations, c'est que la règle du jeu n'était pas respectée. Ce qui est un peu aberrant. J'ai trouvé les parties plus modernes parce qu'il n'y a pas que la partie sur le XVIIIe siècle. Et on va jusqu'au GATT. Il y a un article qui est pas mal fait sur le GATT. Que j'ai trouvé assez intéressant. Et il y a un article sur le contrôle des prix depuis 1945 jusqu'à sa suppression en 1986, avec qui est très universitaire, très bien renseigné. On a la liste des directeurs des prix avec leur pédigré, l'année où ils étaient à l'ENA. En fait, tout ça est assez bien construit. Ça me paraît, j'ai trouvé cette partie, moi, plus intéressante parce que plus neutre et plus proche d'un travail d'historien traditionnel. Sur Turgot, effectivement, je bouillais, il n'y a pas d'autre terme. Quand c'est libéral, c'est neutre. Voilà, Ouais, pour Jean-Marc, ouais. il faut décrypter pour celles et ceux qui Mais nous non, écoutent. non, Hein, Eh voilà. oui, Oui, eh oui, oui, chacun a son barycentre, évidemment. Allez, merci messieurs. On se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour qui va nous faire voyager au milieu des effluves d'épices parce que vous nous aviez attiré sur ce livre, l'histoire du commerce des épices, Ah oui. Christian Chavagneux, il y a quelques émissions et donc ça nous a donné envie d'en savoir plus sur ce livre.